Sur le moment, oui, bien sûr, j'ai beaucoup pleuré, puis je me suis beaucoup remis en question sur plein de choses, sur pourquoi on a ce truc aussi quand on est adolescent, on va se dire mais pourquoi on a le sort qui s'acharne sur moi. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de dramatique qui t'arrive pour te sentir mal ou être en dépression ou avoir de l'angoisse, des crises d'angoisse. Déjà qu'on est des créatures qui adorons nous comparer aux autres, on va être encore plus enclin à ça. En fait, la joie, on va la mettre dans certaines étapes. En fait, la joie, elle est future. Si tu analyses comment on pouvait être joyeux quand on était petit, t'auras peut-être 90% des réponses de comment tu pourrais être joyeux quand t'es adulte. Je sais pas pourquoi j'ai accepté que d'autres personnes gèrent ma joie, parce qu'au final, ça c'est resté longtemps comme ça, en fait. Quand quelqu'un fait une dépression, il va entendre beaucoup de gens autour de lui dire « Ah, mais faut juste que tu fasses ça, faut juste que tu te lèves du lit et tout. » Les gens peuvent tomber en dépression en vivant leur quotidien. On va le voir avec nos yeux, on va voir qu'on n'arrive pas à voir les choses comme on devrait les voir. Et là, ça peut créer un déclic aussi chez les gens. Finalement, on était enfant, en fait, on cherchait pas la joie, on la vivait simplement. Parle-nous de tes souvenirs d'enfance liés à la joie. Alors, avant 15 ans, c'est très important. Après 15 ans, je suis plus un enfant. Ouais, c'est vrai. Ouais. S'il y a vraiment un souvenir, il y en a tellement en fait, quand on en parle, je me dis, j'ai que des souvenirs joyeux d'enfant, mais s'il y en a vraiment un qui ressort du lot, c'est quand j'étais avec ma famille, mes cousins, dans notre maison de famille en Bourgogne. Et il y avait cet énorme jardin, cette maison un peu château, très très vieille, et puis on jouait à cache-cache, on avait peur, et ensuite on devait se courir après. Donc pour moi, ça, c'était vraiment les moments. D'ailleurs, j'y pense souvent et je rêve souvent de pouvoir retourner un jour là-bas. C'est quelque chose que, je pense souvent et je me dis, c'est dommage que ça n'existe plus et qu'on ne revivra plus ces moments-là. Mais et tu faisais quoi, par exemple, là-bas? Tu jouais à quoi avec tes cousins? C'était quoi c'est ce que je viens de dire. C'était du cache-cache. On s'inventait aussi beaucoup de jeux dans le jardin, des chasses au trésor, des tours en brouette. Après, il y avait les animaux. C'était vraiment, mais ça passait tellement vite. Je me souviens même que des fois, on arrivait et j'étais déjà en train d'être un petit peu triste en pensant que ça allait être la fin dans 2 jours parce qu'on avait les week-ends. Mais non, sinon c'était complètement cette joie d'enfant pur en fait. Merci maman et papa d'avoir nous avoir permis d'avoir ces moments avec nos cousins quoi. C'était vraiment ça, c'est mes moments de joie, aussi l'endroit. Et d'ailleurs quand on y retourne de temps en temps là-bas, pas dans la maison mais dans la région, c'est à chaque fois je suis tellement bien, c'est un retour en enfance. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu ce moment où tu te reconnectes avec ton enfance et tu te reconnectes aussi indirectement avec ta joie pure d'enfant. Et c'est intéressant d'appeler ça la joie pure, je pense, parce qu'on a cette partie du cerveau qui est pas encore totalement formée ou qui est pas formée du tout, il me semble. Ça dépend de l'âge, mais c'est surtout qu'en fait, il y a pas ce filtre du mental quand t'es enfant. C'est ça, C'est pour ça qu'on parle de joie pure, cette joie insouciante, parce qu'en fait, ça passe pas par le mental. Il y a la joie qui arrive et c'est le corps qui va directement tout ressentir. Ça va se libérer par le corps. Donc, quand on est enfant, on est beaucoup plus expressif aussi. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, tu peux être adulte et être très expressif de la joie, mais c'est vrai quand on est enfant, on crie, tu vois, là, quand je pense aux parties de cache-cache, on se trouvait, puis après on se courait après, mais c'était des cris, je me souviens même encore de nos parents qui étaient, calmez-vous, quoi. Mais, la danse, le chant, là, il passe directement dans le corps, en fait. Il n'y a pas ce côté filtre mental, qu'est-ce que les gens vont penser si je réagis comme ça, etc. C'est vraiment, on laisse cours à notre émotion de la joie, en fait. C'est ça, c'est le cortex préfrontal qui est pas 100% en fonction, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça, alors. Et c'est aussi intéressant parce qu'on remarque que les enfants, on a déjà eu des enfants de, je sais pas moi, 5 ans ou moins avec nous, c'est 100% émotion, quoi. Il y a pas quand il va pleurer, il va vraiment pleurer, quand il va être énervé, il va être vraiment énervé. Alors là, ça n'a rien à voir avec la joie, mais du coup, avec la joie, ça va être pareil. Dès qu'il va être très joyeux, il va l'exprimer dans sa puissance, sa forme finale, quoi. Pure, exact, exact. Et toi, André, alors, t'as un souvenir, c'est quoi ton souvenir, je sais que t'en as plein, mais le souvenir, si tu devais penser à toi enfant, qu'est-ce qui te mettait le plus en joie? Moi, franchement, il y en a plein. Typiquement, moi, j'en ai un où on avait imaginé qu'il y avait un laboratoire, comme le laboratoire de Dexter, j'adorais ça, où j'étais à l'école primaire, et on s'était infiltré dedans, et du coup, c'était je veux pas dire en fait ce que c'est, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes encore aujourd'hui. Mais on s'était créé déjà toute cette histoire dans notre tête, comme quand il y avait un laboratoire, qu'on pouvait créer des monstres et tout dans le laboratoire. Et on le faisait ça en groupe, ce qui est super intéressant parce que on se rend compte qu'en groupe, t'as le neurotransmetteur de l'ocytocine qui fonctionne. Donc c'est ce neurotransmetteur qui permet de créer des liens avec les gens. C'est ce qui nous a permis de
de vouloir vivre en groupe aussi, puis que l'un l'autre on s'entraide et qu'on garantisse notre survie. Donc ça c'est quelque chose qui est ancré en nous, et quand on est petit ou quand on est adulte aussi, on le ressent, et ça nous crée du bien-être en nous finalement. Donc on avait ce moment-là de partage, d'imagination aussi, de créativité, et tout ça nous crée notre dopamine finalement, qui nous donnait encore plus envie d'aller chercher dans notre créativité, d'explorer. C'est un autre neurotransmetteur. Ouais, c'est ça, là, ouais. Ocytocine, dopamine. Donc, ces deux neurotransmetteurs, ils étaient fondamentaux, finalement, à alimenter notre curiosité. Donc, voilà, on arrivait, on s'était infiltré. Donc, voilà, en plus, il y avait de l'excitation. On savait qu'on faisait quelque chose qui était pas forcément très, très légal. C'était interdit, quoi. Ouais, c'était un peu interdit, un peu beaucoup même. Et ouais, j'en garde un grand souvenir. Et puis même on est arrivé dans les labos, et puis il y avait rien, mais dans notre imagination il y avait des trucs, on aurait pu créer des choses ensemble. Mais quand tu m'en avais parlé, tu me disais tu y croyais vraiment. Ah ouais, on y croyait, ouais, dur comme fer, quoi. Et puis je rentrais le soir, et puis je m'imaginais encore tout ça, et puis je me disais je me réjouissais de demain pour pouvoir refaire ça, et puis peut-être découvrir des trucs cachés ou des choses comme ça, jusqu'au jour où on s'est fait quand même griller et on n'a plus le droit d'entrer là-dedans. Mais voilà, ouais, ça c'était un grand souvenir. C'est intéressant ce que tu dis, voilà, vous imaginiez, vous faisiez vos propres règles de ce jeu, d'aller dans le laboratoire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui se passe beaucoup enfant, qui ne se fait plus du tout en tant qu'ado et adulte. En tout cas, voilà. C'est d'inventer ces règles comme ça. Quand on est enfant, c'est rare. On passe souvent d'ailleurs plus de temps en tant qu'enfant à créer les règles et à préparer le jeu qu'à y jouer vraiment. Ouais. Et puis ça, après des recherches là qu'on avait fait, et j'ai trouvé ça très intéressant, et du coup j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'éducation trop permissive, en fait, c'est celle où on va pas mettre de règles pour pas heurter l'enfant, puis pas lui mettre des limites. Mais en fait, du coup, c'est là où ça peut amener des problèmes par la suite, où l'enfant, du coup, il a de la peine à comprendre ce que c'est finalement une règle, en fait. C'est ça, alors même à sociabiliser peut-être. Ouais, c'est ça. Alors que les règles, là, on le voit bien, puis c'est prouvé qu'au niveau de l'enfant, il va toujours mettre des règles avec ses copains, avec les autres enfants, quand ils font des jeux, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de créer, en fait, co-créer ensemble. Ouais, et puis le fait de définir les règles, t'arrives aussi à définir c'est quoi gagner, c'est quoi perdre. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on est enfant, on va prendre du temps à définir les règles, et on va aussi prendre du temps à choisir avec qui on va jouer. Et les gens qui vont pas respecter les règles, après ils auront le risque de plus pouvoir venir jouer avec nous. Du coup, ils vont se sentir abandonnés, et ils vont se rendre compte que c'est en suivant les règles qu'ils auront le droit à la joie, en fait, aussi. Tu vas avoir ce moment de plaisir. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment creuser là-dedans, il y a le psychologue Jean Piaget qui a beaucoup étudié les enfants et le jeu. Et ça c'est super intéressant. Ouais. Quelque chose aussi que j'aimerais dire, c'est que pourquoi on commence avec l'enfance, parce qu'on se rend compte que dépendamment du stade de notre vie, donc enfance, adolescence, adulte, on aura la notion de la joie, notamment à cause de notre cerveau qui est en formation tout le long. Elle va changer, en fait. Quand on est enfant, c'est plutôt cette joie pure, cette joie de jouer, découvrir, et voilà, partir à l'aventure, quoi. Et après, en tant qu'adolescent, ça va être plus une joie au niveau social. On aura envie de faire partie d'un groupe, quoi. C'est pas pour rien que, en tout cas, nous à l'époque, il y avait les skateurs, il y avait les rappeurs, enfin bref, il y avait tout ça, les breakers, il y avait tout ça, et qu'on voulait tous faire partie d'un groupe. La manière dont on s'habillait, c'était important et tout. Et après, il y a la joie en tant qu'adulte, qui elle est peut-être un peu plus dictée par les récompenses, c'est ça qu'on a. Ouais, ou par ce que la société nous fait penser que qu'est-ce que la joie, quoi, tu vois. Typiquement, être marié, avoir des enfants, réussir au travail. Pour des gens, ça marche très bien, mais on se rend compte que peut-être pas pour la majorité des gens, que finalement la joie, elle est beaucoup plus personnelle que ce que la société veut nous faire croire. Il n'y a pas une joie universelle, il n'y a pas une joie par procuration, quoi. Et ça, c'est important. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. On peut parler un peu plus de l'adolescence, du coup, pour enchaîner avec l'enfance. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce que tu disais par rapport au groupe. Il y a cette notion d'appartenance à un groupe qui est très important dans l'adolescence. Et puis c'est là qu'il va peut-être rentrer certains conflits en lien avec la joie, où en fait on aura du coup plus un filtre mental qui se mettra en place. Donc ça va devenir plus conscient finalement de ok, je ressens la joie, mais ça passe d'abord par le filtre du conscient. Est-ce que j'ai le droit de la ressentir ainsi? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que peur de la honte, peur du jugement, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui s'installe fortement dans l'adolescence, qui peut un petit peu entraver cette joie facile, pure, de ressentir ça librement et rapidement, en fait. Et voilà, les complexes de l'adolescence, oui. Ouais, il y a la comparaison aussi.
qui commencent à rentrer en jeu. Déjà quand on est petit, ça commence vers le 10-12 ans, mais après quand on est ado, et puis encore pire maintenant avec les réseaux sociaux, parce que la comparaison, tu peux te comparer à quelqu'un qui est multimilliardaire et penser que c'est ça ta joie, un enfant de multimilliardaire. D'ailleurs, qu'est-ce qui marchait super bien sur MTV, c'était les Sweet 16 à notre époque, puis on adorait ça parce qu'on arrivait à se comparer à ça. Ouais. Et là, t'as vraiment le lien entre lien social et comparaison et t'imaginer c'est quoi la joie. Donc là, ouais, comme tu dis, on va rentrer vraiment dans cette conception dans notre tête de qu'est-ce que la joie, et on va la modeler par rapport à ce qu'on perçoit chez les autres être la joie. Tu vois, donc Sweet 16, tu vas voir, elle a un énorme manoir, elle invite 1 milliard de personnes, elle reçoit sa Bentley. Bah, toi, en tant qu'enfant un peu naïf, tu vas penser que c'est ça la joie ultime. T'as un exemple, toi, de peut-être alors à l'inverse, un moment de ton adolescence où ça a été complexe pour toi de ressentir la joie, ou du moins t'as eu l'impression qu'elle t'échappait un petit peu. Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça qui te reviennent? Des souvenirs, bah quand j'ai eu mon accident au niveau de l'œil, où j'ai eu ma cicatrice, bah ouais, là c'était un peu c'était plus autant rigolo, quoi. Je sentais que plus rien me procurait de la joie, que je voulais juste rester chez moi et puis éviter toute relation sociale. Après, bah par rapport à ce que j'ai eu à l'œil, je pense que bah là, je sais pas si j'étais dans une phase dépressive ou quoi, mais il y a aussi, je pense, une réaction naturelle au niveau du cerveau, où ben typiquement ma sérotonine elle va certainement être plus basse qu'avant, parce que bah j'aurais vécu un événement traumatisant. Donc ça, c'est le 3e neurotransmetteur. C'est ça, ouais. Ouais, ça va être justement plus compliqué pour moi d'avoir un bien-être global qui était meilleur, qui était plus élevé que avant d'avoir eu l'accident. Je pense que ça a du sens à ce que je dis. Donc ouais. Donc ça c'était et ça je pense que c'est normal, enfin c'est comme ça que le cerveau fonctionne aussi, c'est pour nous protéger qui fait ça, quoi. Donc je pense pas qu'il faut non plus dire que c'était la fin du monde, mais c'est clair que bah quand t'es adolescent, t'as l'impression que des fois ce genre de moments tu l'as vécu comme ça, toi? Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Mais je sais pas si je l'ai si mal vécu que ça finalement. Bah, sur le moment, sur le moment, oui, bien sûr. Bah, j'ai beaucoup pleuré, puis je me suis beaucoup remis en question sur plein de choses, sur pourquoi on a ce truc aussi quand on est adolescent, on va se dire, mais pourquoi on a le sort qui s'acharne sur moi. Et oui, puis c'est aussi en lien avec ton image. Et en fait, c'était ton image aussi, de ton visage, ce que t'allais renvoyer aux autres. C'est peut-être pour ça que ça t'a donné envie de t'isoler aussi, peut-être. Oui, clairement. Ouais, t'as 200% raison. Ouais, c'est sûr. Et puis toi, t'as vécu des moments un peu de traumatisme. De l'adolescence. Ouais. Alors franchement, je ne voudrais jamais retourner dans l'adolescence. Alors traumatisme, non, mais j'exagère. Non, je peux pas me plaindre de mon adolescence, mais c'est vrai que j'étais très. En fait, quand je lisais mes journaux intimes il y a quelques temps, je me disais mais c'est pas possible. J'étais vraiment très torturée. Alors qu'en fait, c'est ça qui est aussi très frustrant, je trouve, de façon générale dans la vie, c'est que sur le papier, j'avais une jolie adolescence. J'ai beaucoup, et je m'estime très chanceuse par rapport à ma famille, aussi, ma maman qui nous donnait beaucoup de liberté dans l'adolescence, tout en établissant, je pense, des bonnes règles, etc. Mais j'étais très torturée de l'intérieur. À la base, j'étais timide au départ, et cette timidité est vraiment difficile en tant qu'adolescente, surtout que moi je me comparais énormément aux autres. Je me sentais beaucoup trop grande aussi en taille par rapport aux autres. J'avais des copines plus petites, et du coup je me souviens, je me tenais toujours voûtée, et puis bref, mon image, c'était hyper difficile quand j'étais ado, puis ça a continué longtemps à m'accompagner, quoi. Mais c'est vrai que quand je lisais mes journaux intimes, j'étais là, waouh. Je déteste la vie, des choses assez extrêmes que je pense qu'on a un petit peu tous fait, mais un souvenir précis, non. Mais c'est après, t'as les relations amoureuses qui démarrent, et puis là, je me suis laissée complètement marcher dessus. Après, j'ai beaucoup appris. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est fou quand on est ado. Après tout, en fait, ma joie dépendait complètement de l'autre. Et ça, c'était dingue, parce que je me souviens, je passais des journées à attendre un message, et quand je l'avais, ça changeait tout. Je me souviens encore, ma maman et ma sœur qui me disaient, vas-y, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es comme ça? Puis j'étais, non, tout va bien. Puis en fait, j'étais complètement éteinte jusqu'à que je reçoive ce fameux message. C'est dingue, quoi. Comme tout tournait autour de ça, et puis que j'ai donné l'accès à ma joie à quelqu'un d'autre. Ouais, comme si finalement, toi, tu savais pas vivre ta propre joie, mais tu dépendais de la joie complètement. de quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre ta joie, quoi. T'étais à la recherche, en fait, de ta joie, finalement. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi j'ai accepté que d'autres personnes gèrent ma joie, parce qu'au final, ça c'est resté longtemps comme ça, en fait. Alors après, j'ai mûri, puis j'ai compris qu'il fallait aussi peut-être que je sois ma propre, que moi-même je puisse générer ma joie, en fait. Mais
Mais ça m'a accompagné longtemps. Et du coup, j'ai changé et j'ai rencontré des personnes plus chouettes. Ouais, mais au moment où ça t'est arrivé, c'est parce que tu te sentais aussi bien avec toi-même et que du coup, ça t'aide à faire de bonnes rencontres aussi, j'imagine. Ah oui, après justement, je pense qu'on peut parler de l'âge adulte et puis de la joie en fait. Et ce moment peut-être au départ de l'âge adulte où en fait, moi, c'est ce que je remarque beaucoup. Je trouve qu'à l'âge adulte, la joie, elle va être très dépendante, et c'est un fait, hein, c'est aussi basé par rapport à nos recherches, mais sur des récompenses et des étapes de la vie. Et ça, je trouve dingue parce qu'en fait, quand on arrive en tant qu'adulte, ou même déjà à l'adolescence, mais en fait, la joie, on va la mettre dans certaines étapes. En fait, la joie, elle est future. C'est-à-dire, pour que je sois joyeux, pour que je me sente bien, il faut que j'ai quelqu'un. Ensuite, il faut qu'on se mette en couple, il faut qu'on emménage ensemble. Après, il y aura un projet, le mariage, bébé, créer une famille. Acheter une maison, voilà, acheter une maison. Et ensuite quoi? Et ça, d'ailleurs, encore une fois, c'est prouvé, c'est dingue. Au fait, au bout d'un moment, les étapes, elles sont plus autant claires que quand t'es plus jeune. Et au fait, c'est là d'ailleurs où il y a des gros pics de dépression, parce qu'en fait, on a mis la joie sur des étapes, sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Et en fait, on se retrouve à un moment où on n'a plus nous-mêmes la possession, le moyen de se donner de la joie. Ouais. C'est clair? Ouais, c'est super clair. Ouais. Non, c'est clair. Non, là, je pense que t'as bien défini tout le schéma. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que, maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, on a cette conception de qu'est-ce que pourrait être la joie ultime. Et du coup, déjà qu'on est des créatures qui adorons nous comparer aux autres, on va être encore plus enclin à ça, et du coup, on va se créer une joie, une fausse joie finalement, une joie qui nous est pas propre, et qui avons réfléchi à mais qu'est-ce qui me procure de la joie? Est-ce que finalement ma joie, ça serait pas forcément de passer un bon moment avec mes amis, avoir une discussion super intéressante, et on se rend compte qu'au niveau des neurotransmetteurs, l'ocytocine va être relâchée, que la sérotonine elle va garantir justement un bien-être global, que la dopamine elle va nous donner envie de revivre ces moments-là. Et où est-ce que c'est pas partir juste marcher à la montagne justement pour faire un effort physique, pour avoir l'endorphine qui se libère et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est les joies simples en fait que tu décris là. C'est exact, ouais. Alors effectivement, c'est intéressant comme tu dis, c'est de rejoindre cette joie pure qui est en nous, donc comme les choses simples en fait, marcher en forêt comme tu l'as dit, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est cette histoire de j'ai mentionné avant la dépression, mais en fait on peut, et ça c'est à chaque stade de la vie finalement, maintenant il y a même des enfants qui se retrouvent dans une situation de l'anédonie en fait, c'est le fait de ne rien ressentir, l'anédonie, qui est un terme très très en lien avec la dépression finalement, parce que la dépression c'est quoi? C'est de ne plus ressentir ses émotions. Et en fait, ça, alors ça peut être lié à des choses externes, justement parce qu'on a aussi trop mis notre joie sur des choses qui ne nous sont pas directement propres, mais aussi parce qu'on peut avoir nos jauges finalement. J'aime bien donner cette image, ces jauges des neurotransmetteurs. Donc on en a mentionné déjà 3, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. On a aussi exactement l'endorphine, qui sont 4 jauges neurotransmetteurs, jauges de la joie. Et en fait, il faut s'imaginer que si on a un dérèglement de notre système nerveux, ces jauges peuvent se vider. Donc en fait, même si autour de nous les choses se passent bien, on peut vivre un événement dont on se réjouit. Par exemple, on se dit typiquement comme je disais par rapport à la Bourgogne quand j'étais petite. Par exemple, je sais si ça avait continué à l'âge adulte, je sais que chaque fois que je vais là-bas, c'est génial. Il se peut que ça arrive qu'une fois je vais là-bas et en fait, même si toutes les conditions sont là pour que ce soit génial et que je ressente de la joie, je ne ressens pas la joie. Et ça devient un problème interne, un problème en lien avec mon système nerveux, un dérèglement du système nerveux. En fait, quand il y a des règlements, ces jauges peuvent être à plat. Donc, tu auras beau vivre des moments censés être joyeux, en fait, rien ne sera sécrété. Les neurotransmetteurs sont à plat. Et en fait, c'est là où il y a ce risque de dépression, de burn-out, en fait. Et c'est là où, justement, la méthode du biofeedback TNS rentre en jeu, où elle peut venir aider à rééquilibrer, en fait, le système nerveux, à redonner un petit peu vie à ces jauges, et puis les recalibrer pour qu'elles sécrètent à nouveau ces neurotransmetteurs de la joie. Ouais, parce qu'on se rend compte aussi que ce qui cause ces dérèglements, c'est toute cette pression sociétale aussi, et toute cette pression qu'on se met sur nos épaules pour réussir. Et grâce au biofeedback TNS, on va réussir à recalibrer tout ça en fait. Et aussi de retrouver cette joie pure d'enfant, parce que ça on l'a en nous aussi. Et ça c'est aussi un autre problème, c'est que peut-être les gens ils vont se dire mais je suis plus un enfant maintenant, je suis un adulte. Et si on cultive cet enfant en nous et qu'on lui apporte l'amour nécessaire, lui-même après il pourra donner le meilleur de lui-même en tant que sous ta forme adulte en fait finalement. L'enfant il est là pour la curiosité, l'aventure, et tout ça on en a besoin dans notre vie. C'est ça en fait que je pense qui est super important, c'est de cultiver cette envie de curiosité, d'aventure, pour que justement il n'y ait pas de
de fin, en fait. Tu veux atteindre un objectif, typiquement. C'est pas, bah voilà, j'ai construit la maison, c'est fini, j'ai eu les enfants, c'est fini. C'est vraiment cette envie de toujours chercher de l'aventure, vouloir faire des choses avec tes enfants, vouloir, je sais pas moi, changer la cuisine, j'en sais rien moi, des trucs comme ça qu'il faut tout le temps cultiver pour réussir à avoir cette joie qui est perpétuelle en fait. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, alors oui, je suis d'accord, mais en même temps, bah, la joie, elle doit aussi venir de choses très simples aussi. Alors bien évidemment, dans tous les cas, c'est un travail et ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, c'est effectivement, bah, ok, changer la cuisine, mais aussi pouvoir ressentir la joie simplement dans les choses simples. Typiquement, comme tu disais, marcher en forêt. Ou échanger avec tes enfants. Oui, c'est ça. On a beau aller chercher plein d'endroits dans le monde et puis faire visiter, etc. Des fois, en fait, revenir à des bases où juste, on va juste se balader, on mange ce dont on a envie, ce qui nous fait plaisir, simplement, qu'on ait du temps pour faire nos jobs et ce qu'on aime faire. C'est la simplicité de la joie, en fait. C'est ça. Ouais, on se rend compte aussi que si tu analyses comment on pouvait être joyeux quand on était petit, bah, t'auras peut-être 90% des réponses de comment tu pourrais être joyeux quand t'es adulte aussi. Comme tu dis, c'est les moments simples, les moments de partage avec la famille. C'est, bien sûr, faut que t'aies une famille aussi, que c'est des familles qui sont, bah voilà, quoi. Il y a des enfants qui ont pas de chance aussi et qui tombent dans des familles très compliquées et du coup, bah, ils vont chercher la joie d'une manière différente ou, bah, à travers des amis. Mais bon, bref, là, je m'égare un peu. Mais, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que pour ça que des fois, réfléchir un peu, faire une petite introspection sur qu'est-ce qui nous a apporté de la joie en tant qu'enfant pour récupérer ses valeurs en tant qu'adulte, ça peut nous aider et que justement heureusement qu'il y a aussi le biofeedback TNS pour réussir à recalibrer tout ça comme je l'ai dit. Ouais, je pense en parallèle de ce que tu viens de dire justement parce qu'au final, on aura beau cultiver de la joie simple, effectivement si nos jauges sont à plat, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir venir tester et puis voir voir comment ça marche, puis aussi se rendre compte que déjà le fait de venir essayer la méthode, ça va enclencher quelque chose en toi, se dire que tu es en train de faire un changement, que tu es prêt justement à peut-être découvrir des parties de toi que tu voulais pas découvrir et que tu as envie d'aller de l'avant et ça construit de la confiance en toi. Et surtout il y a aussi toujours ce truc de quand quelqu'un fait une dépression, il va entendre beaucoup de gens autour de lui dire mais faut juste que tu fasses ça, faut juste que tu te lèves du lit et tout ça, puis on se rend compte que au niveau du cerveau, il y a tu fonctionnes pas comme quelqu'un de normal entre guillemets parce que t'es vidé et que les gens qui disent ça finalement ils apportent rien, tu vois. Donc ça doit venir de toi et puis c'est un effort, c'est un gros effort quoi et ça demande beaucoup d'énergie. Tout à fait. Et ce que je trouve c'est exactement ça et en fait ce que je trouve aussi triste par rapport à ça c'est que beaucoup de personnes dépressives qu'on voit par exemple au cabinet ou comme ça ne se sentent pas légitimes de l'être parce qu'en fait justement tout est censé aller bien autour d'eux. Il n'y a pas forcément eu un drame autour d'eux pour tomber en dépression. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de dramatique qui t'arrive pour te sentir mal ou être en dépression ou avoir de l'angoisse, des crises d'angoisse. Et ça, les gens, des fois, ils ont de la peine à comprendre. Les gens peuvent tomber en dépression en vivant leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose à pas oublier. Et c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce qui se passe dans le cerveau, à ce qui se passe dans tes neurotransmetteurs, dans tes connexions qui ne se font plus. Et ça peut amener à une dépression en fait. Et il faut pas minimiser et puis c'est là aussi tu vas voir qui est présent autour de toi et qui arrive à comprendre les choses parce que t'as envie d'avoir des gens qui vont te pousser vers le haut mais de manière compréhensive, pas insistante forcément. On a le droit de se sentir mal dans sa peau franchement. Et on a le droit de prendre le temps avant de commencer à faire quelque chose pour se sentir mieux. Et heureusement, aujourd'hui, il y a plein de techniques, comme on en a parlé déjà quelques fois. En même temps, le podcast, il est aussi en lien avec ça. Pour parler de la méthode aussi, puis à quel point le système nerveux, il est souvent délaissé dans la médecine actuelle. C'est ça, ouais. Et on sait que, grâce à la méthode, on arrive à régler mieux son système nerveux. Du coup, on va commencer à voir le monde différemment. Surtout si ça fait depuis toujours, en fait, qu'on est en train de porter ce poids sur nos épaules. Ouais, j'adore cette image, en fait. C'est exactement ça. Ce sac à dos. C'est ça, comme ça, puis on sait au fond de nous qu'on est en train de le porter, hein. On va moins bien dormir, on va être irritable plus facilement, on va être plus stressé. Justement, on va se rendre compte que des choses qui nous apportaient de la joie avant, ça nous apporte plus de joie. En fait, aussi, ce qui est super intéressant avec la méthode, je trouve, c'est que quand on fait le bilan, on va se rendre compte qu'on a le système nerveux réglé. Ça va être visuellement, on va le voir avec nos yeux, on va voir qu'on n'arrive pas à voir les choses comme on devrait les voir. Et là, ça peut créer un déclic aussi chez les gens. Des fois, les gens, ils ont besoin de voir pour croire, comme on dit. Ouais, c'est ça. Puis ça peut montrer, ok, c'est normal en fait, que tu te sentes
fainéant ou voilà, c'est pas ça en fait. C'est vraiment qu'il te manque de l'énergie vitale pour faire les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, voilà, pour conclure, pourquoi on a voulu retracer la joie à travers l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, c'est que finalement, on était enfant, en fait, on cherchait pas la joie, on la vivait simplement. Avec les années, on commence à avoir des attentes trop hautes aussi de la joie et on finit par mettre une barrière finalement entre nous et la joie. Et le but, c'est aussi de pouvoir rejoindre cette joie simple, cette joie pure, cette joie immédiate, sans trop passer par sans trop passer par le mental et voilà, savoir si cette barrière finalement c'est nous qui nous la mettons ou s'il y a vraiment une barrière dans notre système nerveux qui fait que certaines joies ne sont pas accessibles. Et ça, c'est chouette de pouvoir voir ça avec le biofeedback TNS, venir faire un bilan et voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est ça. Comme ça, vous vous rendrez compte de comment ça marche et comment votre système nerveux est déréglé. C'est super parlant, je trouve. Et après, il faut commencer la rééducation pour tout remettre en place. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, et puis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.